Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jérém. Alors, modification importante sur le portefeuille idéal. Tu sais, j'ai commencé ce portefeuille il y a un peu plus d'un an en ayant la stratégie de base d'acheter les sociétés les plus représentées dans les portefeuilles institutionnels. J'ai appelé ça le portefeuille idéal. Bon, tu comprends vite que c'est pas forcément le bon titre, mais bon, c'est pas grave. Et aujourd'hui, modification de stratégie parce que j'ai vraiment envie pour le coup qui ressemble à mon portefeuille idéal tel que moi je le visualise et pas tel que les fonds d'investissement le voient en achetant telle ou telle action. On le sait, il y a des clients qui par exemple peuvent refuser d'investir dans tel ou tel fonds si il n'y a pas du Nvidia, du Tesla au sein du portefeuille. Donc c'est la différence entre un fonds d'investissement et par exemple un conglomérat comme Berkshire Hathaway où clairement Warren Buffett, il faisait, parce que là il a démissionné, mais globalement il faisait exactement ce qu'il voulait. Alors, je t'ai fait un screenshot du portefeuille idéal. Donc je suis sur Interactive Broker. J'adore particulièrement ce courtier. Si tu as envie d'ouvrir un compte titre chez eux, tu as des frais qui sont vraiment avantageux. Tu as un lien en description, ça soutient la chaîne si tu l'utilises. Je te remercie. Mais tu le vois, donc ça c'était il y a quelques jours. Hein. J'ai screenshot avant de commencer à arbitrer. Et voici les sociétés qu'on avait en portefeuille. Donc on avait Adobe, Amazon, Broadcom, Coinbase, c'était simplement pour acheter avec un résidu de 100 $. Tu vois, j'avais 100 $ qui traînaient, j'ai acheté Coinbase. Il y avait du Google, du Meta, du Microsoft, du Nvidia, du Visa. Bon, globalement, que des grosses sociétés que la plupart des gens connaissent. Et au niveau des performances, tu vois, moins 39% sur Adobe. C'est la seule société d'ailleurs en négatif avec Coinbase du portefeuille. Mais sinon, toutes les autres sociétés, depuis que je les ai achetées, eh bien, étaient ou sont encore dans le positif. Donc Amazon avec quasiment 18%, Broadcom 36,5%, Alphabet avec 15,3%, Meta 45,7%, Microsoft 16%, Nvidia un peu plus de 50% et Visa 8,22%. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire une modification sur la stratégie? Tout simplement parce que le portefeuille idéal tel que je me l'imagine à titre personnel ne ressemblerait pas forcément à ça. Je suis pas en train de te dire que les sociétés que j'ai ou que j'avais dans ce portefeuille seront toutes exclues de mon nouveau portefeuille et du coup de la nouvelle stratégie. Mais quand on a comme par exemple sur Broadcom un price earning, on regardera après, à plus de 100 ou même un price sur free cash flow à plus de 90, je te cache pas que techniquement parlant, c'est pas comme ça que je sélectionnerai les sociétés. Donc je te propose de reprendre un petit peu toute la base et de regarder déjà qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que j'ai arbitré. Donc ça, c'était le screenshot avant. Et là, tu as du coup le portefeuille actuel. Donc, tu vois que il reste Adobe, Coinbase, ça va pas tarder à partir, Google, Meta, Visa. Et du coup, il y a une nouvelle ligne qui vient d'intégrer le portefeuille qui est Novo Nordisk. Donc, on peut voir que Amazon, Microsoft, Nvidia, ça a disparu. Je peux regarder un petit peu le screenshot, tu vois, je me rappelle déjà plus. Donc, on a dit Amazon, Broadcom, voilà. Amazon, Broadcom, Nvidia et Microsoft sont des sociétés que j'ai vendues. Et du coup, eh bien, pour l'instant, il y a Novo Nordisk qui vient de rentrer tout simplement dans le portefeuille. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la stratégie. Alors, je te cache pas que la stratégie va ressembler au portefeuille Small Cap Value que j'ai commencé à mettre en place il y a un certain temps. Voilà, je n'ai pas continué parce que je trouvais que les small caps c'était compliqué. J'avais pas assez d'expérience, pas assez de liquidité. Bref, c'était assez compliqué de savoir est-ce qu'il y avait un moat ou pas, un avantage concurrentiel. Bref, donc j'ai décidé d'arrêter ce portefeuille et de faire un portefeuille que j'ai appelé du coup le portefeuille idéal. Mais aujourd'hui, le portefeuille idéal sera un mélange de value et aussi de sociétés qui sont relativement en place et qui ont, dans la mesure du possible et quasiment dans 100% des cas, un avantage concurrentiel. Donc, ce qui se passe, c'est que on va par exemple aller sur Novo Nordisk, puisque j'ai envie de te dire, c'est la société que j'ai rentrée en portefeuille il y a quelques jours. Et je vais t'expliquer un petit peu ce qui va être important de regarder, en tout cas ce que je vais regarder en priorité lorsque je vais sélectionner mes actions. Alors, premièrement, peu importe le secteur d'activité, j'ai envie de te dire, ça, c'est pas très grave. L'idée, c'est vraiment d'avoir des fondamentaux hyper solides, si possible sous-valorisés pour avoir du coup un gain de performance par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le value investing. Hein. C'est exactement ce que je faisais sur les small cap value.
Et au niveau des critères de sélection, ça va pas tant bouger, à l'exception que peut-être les capitalisations seront un petit peu plus grosses. Donc sur les small cap value, j'allais pas sur des sociétés en dessous de 60 millions, 100 millions de capitalisation. Là, je te cache pas que quand on sera en dessous du milliard ou peut-être en dessous de 500 millions, je sais pas trop, il faudra vraiment que je regarde en détail. Alors, quoi qu'il en soit, capitalisation, globalement, ça sera, allez, 1 milliard et plus. Au niveau des différents scores, que ce soit le Piotrowski F-score, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet il y a un petit moment, Buy Niche score, etc. J'ai envie de te dire, ça sera pas ce qui sera le plus important, mais si les scores sont là, bah tant mieux. Au niveau de l'étude de valorisation, c'est pareil, on s'en fout un petit peu, puisque on peut avoir une société, on a l'impression que le prix est tout en bas, alors qu'en fait, bah, elle est simplement à son juste prix, c'est qu'au début, elle était certainement survalorisée. Donc, la valorisation actuelle, j'ai envie de te dire, je ne regarderai pas. Par contre, ce que je vais regarder, c'est est-ce qu'elle est sous-valorisée du point de vue de la méthode de calcul du discounted cash flow. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, on regardera tout ce qui va concerner les ratios d'entreprise. Donc, price earning ratio, le price sur free cash flow, levé sur EBITDA, par exemple, sont des critères qui m'intéressent. On va avoir également tout ce qui concernera la croissance au niveau du chiffre d'affaires, du résultat net et la croissance du free cash flow. Donc, à partir du moment où on est, comme dans le cas présent de Novo Nordisk, avec une croissance qui, globalement, est croissante au cours des 5 dernières années, on peut même se mettre sur 10 ans et de regarder un petit peu ce que ça donne. Tant que ça reste comme ça sera un très bon point. On regardera aussi au niveau des pourcentages, des rendements, si tu veux, de la croissance pure. Tu vois que là, on est à quasiment 19% de croissance du chiffre d'affaires en moyenne sur les 5 dernières années. Donc ça sera intéressant. Il va falloir que ça dépasse globalement les 10%. On regardera ce qui se passe au niveau des marges, notamment la marge nette, parce que plus la marge sera élevée, plus ça donnera un signe de moat, donc d'avantage concurrentiel. Après les capex, on regardera un petit peu la R&D, tout ça. Bon, ça c'est secondaire de mon point de vue. Par contre, ce qui sera ultra important, c'est tout ce qui va concerner le ROE et le ROIC. Donc là, en l'occurrence, dans mon screener, c'est le Return on Invested Capital. C'est le rendement des capitaux engagés. Et tu as également sur certains screeners le ROCE. Je pense notamment à Guillaume qui a intégré ça dans son screener. À partir du moment où on est sur des chiffres qui dépassent les 20-25%, déjà on se retrouve sur quelque chose vraiment d'incroyable en termes de performance. Alors je te parle même pas de plus 60%, plus 70% en moyenne. Là, c'est vraiment de l'ordre de l'exceptionnel. Il faut bien en prendre conscience, même si des sociétés comme Nvidia, par exemple, ou Apple ont des ROIC ou ROCE qui sont vraiment ultra élevés. Ensuite, en valeur importante, on va regarder tout ce qui concerne un petit peu la structure du bilan comptable, donc actif-passif, et si possible la dette, parce que une société qui est trop endettée, c'est pas forcément très bon pour les affaires. Là, dans le cadre, donc là, je te rappelle, on est sur Novo Nordisk. Tu peux voir que, alors je sais pas si c'est actualisé, le price sur free cash flow est de 3,22. C'est vraiment très bas. Je sais pas si c'est OK. Mais par exemple, quand on regarde l'évolution de la dette sur 5 ans, qu'est-ce qu'on peut voir directement? On peut voir que la dette augmente, donc c'est en rouge. Donc là, il y a eu une légère baisse, mais globalement, ça augmente. Par contre, les capitaux propres en jaune augmentent aussi et le résultat net augmente aussi. Donc là, tu vois qu'on a 143 milliards de capitaux propres pour 84 milliards de dettes long terme. Donc concrètement, la société peut rembourser sa dette d'une traite si elle le veut. Donc ça, j'appelle pas ça une société endettée. Vraiment, si on avait 3 ou 4 fois en dette ce qu'on a en trésor et que le résultat net soit pas vraiment au point, là, je pourrais commencer à me poser vraiment des questions. Dans le cas de Novo Nordisk, pour le coup, j'estime qu'il n'y a pas spécialement de soucis. Après, au niveau de l'évolution du nombre d'actions en circulation, alors ça, c'est très important de savoir si la société augmente son nombre d'actions. Donc, ça veut dire que, par exemple, elle va émettre de nouvelles actions sur le marché public, tout simplement pour avoir des capitaux. Ou alors, la société peut tout simplement augmenter, donc diluer son nombre d'actions par une augmentation
sur ce qu'on appelle les Stock-Based Compensation, les SBC. Globalement, elle va donner des actions, créer des actions pour les donner à son conseil d'administration, au PDG, une rémunération sous forme de stock option, etc. Donc là, dans le cadre présent, on a Novo Nordisk qui a un nombre d'actions en circulation qui est décroissant, passant de 4 milliards 680 millions en 2020 à 4 milliards 463 millions en 2024. Donc ça veut dire que la société rachète ses propres actions et les détruit. C'est une manière assez simple d'augmenter la valeur, la valeur de l'action du coup va augmenter, donc du cours techniquement devrait augmenter, et ça augmente aussi le bénéfice net par action puisque à résultat net équivalent, eh bien on a moins d'actions en circulation. Donc à partir du moment où on a une décroissance du nombre d'actions en circulation, c'est tout bonnement magnifique. Et le dividende, je ne regarderai absolument pas. Je regarderai quand même le payout ratio. Le payout ratio, c'est la part du résultat net qui est reversé aux actionnaires sous forme de dividende. Là, on est à 6,48, c'est parfait. Par exemple, encore une fois, Berkshire Hathaway, le conglomérat de Warren Buffett, ne verse aucun dividende. Voilà, c'est un choix. Et je suis pas spécialement fan d'ailleurs des sociétés qui versent de trop gros dividendes. Donc là, on voit que depuis 43 ans, sans interruption, Novo Nordisk verse un dividende qui correspond globalement à 3,3% et qui est en augmentation annuelle en moyenne de plus 18%. Donc pour ceux qui chercheraient du dividende, pourquoi pas? Moi, c'est absolument pas ce que je vais rechercher. Donc vraiment, je récapitule les points ultra importants. Une société qui est sous-valorisée, c'est le principe même du value investing. Ça te permet d'avoir une croissance de ta performance uniquement dans le cadre où le prix revient à son prix juste, où le prix de l'action, le cours de l'action revient au prix juste. Une société, si possible, avec un price earning ratio, un price en free cash flow inférieur à 20. Le top, ça serait inférieur à 15, mais c'est vraiment très très compliqué à trouver. Là, dans le cas présent, on est à 3,2. Je ne sais pas si c'est juste ou pas. Peut-être que le screener a mal fait le ratio, quoi qu'il en soit. Si c'est à 3, c'est absolument incroyable. Une croissance du résultat net et du chiffre d'affaires, une marge relativement intéressante et surtout des rendements des capitaux engagés qui sont ultra intéressants et pas forcément de dette et si possible des chiffres qui sont en croissance, c'est-à-dire vraiment croissance du chiffre d'affaires, croissance du résultat net et si possible une dette qui soit se stabilise, soit encore mieux qui se réduit au fil du temps. Et après, l'idée, c'est un petit peu l'idée générale, je pense, de toute personne qui veut construire un portefeuille stock picking avec du bon sens, c'est que à l'instant où tu as de la trésor de dispo, c'est pas d'envoyer de la trésor dans tout et n'importe quoi, même si moi je te cache pas que ce portefeuille, c'est vraiment un portefeuille pour m'amuser. Tu vois, le portefeuille, je te remets dessus, il y a 4400 euros. Donc c'est vraiment que dalle, mais j'aime bien m'amuser avec un petit portefeuille stock picking, ne serait-ce que pour regarder ce que ça peut donner en termes de performance et de me comparer, de me benchmarker avec une stratégie qui est complètement différente de celle que je fais sur la plus grosse partie des capitaux que j'ai déployés. Donc, comme je te disais, à l'instant T, on fait une recherche et à partir du moment où on trouve une société qui est vraiment intéressante, et je le rappelle parce que c'est vrai que j'ai donné l'info plusieurs fois sur mon Discord, parfois j'ai l'impression que les gens, quand ils font du stock picking, ils vont un petit peu trop vite. Quand tu fais du stock picking, tu dois vraiment t'interdire le fait de sélectionner des sociétés qui ne sont pas exceptionnelles à l'instant T. Vraiment, une société avec un avantage concurrentiel, avec des fondamentaux qui sont incroyables, et en plus de ça, si elle peut être sous-valorisée, alors là c'est bon, t'as le méga combo gagnant, et techniquement, s'il n'y a pas un problème dans la société dans le futur, tu devrais mathématiquement avoir un surplus de performance de par ses caractéristiques de sélection. Donc ça, c'est vraiment ma vision. C'est pour ça que quand des fois, il y a des gens sur mon Discord, et d'ailleurs, tu as le lien en dessous si tu veux nous rejoindre, c'est totalement gratuit, tu as le Discord communautaire, et j'ai aussi un espace où je te parle de ce que je fais en temps réel. Alors ça, c'est payant, mais c'est sur Telegram, tu as les liens un peu partout autour de cette vidéo si ça t'intéresse. Mais c'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens que lorsque tu fais du stock picking, faut vraiment que tu sélectionnes la meilleure action que tu aies pu trouver à l'instant T. Ça veut pas forcément dire que tu as balayé l'intégralité de toutes les actions possibles qui sont disponibles, mais il faut quand même à minima avoir fait quelques recherches. Alors moi, je te cache pas que j'y passe pas des dizaines d'heures quand je fais une recherche de société.
je filtre assez rapidement, je regarde à partir du moment où une société me semble intéressante à acheter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple pour le cas de Novo Nordisk, eh bien jusqu'à il y a quelques mois, c'était la plus grosse société européenne. Donc c'est vraiment, il y avait une capitalisation de plus de 500 milliards cotée au New York Stock Exchange. Je veux dire, c'est pas la petite société du coin. Effectivement, il y a Eli Lilly de l'autre côté qui concurrence un petit peu Novo Nordisk, mais ça n'en reste pas moins une société qui est absolument incroyable et comme tu l'as vu, qui fait 100 milliards de résultats nets. Alors, je tiens quand même à rappeler qu'il n'y a aucun conseil d'investissement dans cette vidéo. Je ne suis pas conseiller en investissement. Je te partage simplement ce que je fais. Je t'explique pourquoi je le fais. Maintenant, si tu as envie de copier pour une raison X ou Y, c'est ta responsabilité. Tu appuies sur le bouton, tu es responsable, entre guillemets, de tes actes. Donc, pour le coup, voilà, Novo Nordisk intégré au portefeuille. Alors maintenant, qu'en est-il au niveau des performances de ce portefeuille jusqu'à ce que je change la stratégie, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui concrètement? Eh bien pour ça, je vais aller dans Dashboard et on va regarder. Donc, depuis le début, tu peux voir que le portefeuille a une performance en TWR de 8,76%. Donc tu peux te dire, ouais, c'est pas énorme, mais il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que moi, j'ai injecté des euros qui ont été convertis en dollars et regarde un petit peu ce qui s'est passé si je te dézoome sur le cours euro-dollar. De toute façon, si tu es en bourse, tu sais à peu près ce qui s'est passé. Donc, rappelle-toi, j'ai investi à partir de juin. Donc, je vais prendre une règle. Voilà, c'est à peu près par ici, 20 juin, tu vois, ici. Et on a dévalué du coup de 7,3%. Donc, forcément, ça impacte assez grandement la performance et le rendement de mon portefeuille. Donc, c'est pas grave. Si je me mets à droite, on peut voir que le S&P 500 est à plus 16,45% et mon portefeuille est à plus 8,76%. Si on se met depuis un an, le portefeuille est en surperformance avec respectivement 21% pour le portefeuille versus 13,12% pour le S&P 500. Mais bon, c'est la performance globale qui va compter. Donc on a une sous-performance de plusieurs pourcents qui globalement va correspondre à la variation euro-dollar. Et si on va jeter un œil par exemple au cours de Novo Nordisk, eh bien on peut voir que c'est la chute libre depuis les plus hauts aux alentours de juin 2024, donc à peu près un an. Vraiment, la boîte, en tout cas le cours, a fait, là on est à moins 64% et je pense qu'on a fait du moins 70%, quelque chose comme ça, avec des énormes gaps baissiers. Donc là, j'ai aucune idée si on est au moment où le marché va se retourner et si le cours de cotation de Novo Nordisk va remonter. Dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit un mauvais point d'entrée. Ça ne reste que mon avis personnel. Surtout quand je regarde les fondamentaux d'entreprise et surtout quand je regarde un petit peu le déclenchement de la baisse. Tu vois, c'était sur ces résultats-là, globalement, on avait 9,99 milliards estimés par le marché, si tu veux. Et on a eu 9,97 milliards en réel. Et de mon point de vue, la société a été très injustement malmenée. Le cours de bourse, vraiment, je trouve qu'il est beaucoup trop bas par rapport aux fondamentaux de l'entreprise. Donc, j'ai envie de te dire, on verra un petit peu ce que ça donne. Toujours pareil, si tu as envie de suivre ce portefeuille, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, déjà premièrement, et à activer la cloche parce que parfois je suis en live et du coup je parle un peu de tous les portefeuilles. Et il y a aussi un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que les très bonnes opportunités, à partir du moment où tu as l'impression que c'est une très bonne opportunité, ne se présentent pas souvent. Ça arrive régulièrement, mais c'est pas en permanence. Et quand elles se présentent, eh bien, il faut savoir parfois investir un montant un peu plus gros que ce que tu as l'habitude d'investir. C'est pour ça que j'ai mis un modeste 1000 $ sur la société. Et on verra tout simplement qu'est-ce qui se passe dans le futur. Je vais suivre ça de près. Et j'ai envie de te dire, rendez-vous sur les prochains épisodes pour voir un petit peu ce qu'il en est au fil du temps. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai également un espace formation sur mon site web jeremysensei.fr où tu retrouveras formation immobilier, formation bourse, etc. T'hésiteras pas à aller jeter un coup d'œil. C'était Jérém, j'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à liker si tu as une question en commentaire et je te retrouve très vite. Je te laisse avec cette vidéo qui est le suivi du PEA et je te dis à la prochaine. Salut!